que change le fait de se tourner aujourd'hui vers ces pays? Ça fait partie de la propagande palestinienne. D'abord, ils mentent en accusant Israël de façon infondée. Ensuite, ils refusent d'obtenir des preuves, de fournir des preuves, puisqu'Israël a demandé la balle. Si on pouvait examiner la balle, on serait fixé assez rapidement. Le fait que l'autorité palestinienne refuse de remettre cette balle prouve qu'ils ont quelque chose à cacher. Mais comme ils ont déjà accusé Israël, ils ont propagé ce mensonge, ils refusent de donner la balle et ensuite ils vont à la Cour pénale internationale puisqu'on est finalement accusé sans aucune preuve. Ça fait partie de leur stratégie de propagande et je pense que là-dessus Israël devrait non seulement devrait pas se contenter de contrer ces mensonges, mais de saisir elle-même la Cour pénale internationale, puisqu'après tout, nous aussi on peut les accuser d'avoir commis ce meurtre. Personne n'a de preuves, alors allons-y. Donc je pense que la stratégie d'Israël ne devrait pas être uniquement défensive, mais également offensive, et jouer exactement le même jeu que celle de l'autorité palestinienne. Que risque Israël dans un tel dossier? Est-ce que la Cour pénale internationale va d'abord instruire, à votre avis, à charge dans cette affaire? On connaît les tendances politiques de la Cour pénale internationale. Ceci étant dit, le nouveau président n'est pas aussi politisé que celle qui l'avait précédé. Mais il est évident que dans ce cas-là, d'abord, l'autorité palestinienne n'est pas un État, donc ne peut pas saisir la Cour pénale internationale. Ensuite, l'autorité palestinienne accuse Israël d'une chose dont elle n'a aucune preuve et dont elle refuse de fournir la contre-preuve. Donc c'est uniquement un exercice de relations publiques. Et cela prouve encore une fois que l'autorité palestinienne n'est pas intéressée à arriver à un accord politique avec Israël, mais uniquement à mener éternellement ce combat de propagande et que Mahmoud Abbas, qui est un dirigeant vieillissant, qui a perdu toute sa légitimité, finalement ne fait que faire de la propagande, essaie à tout prix d'isoler Israël, alors qu'il n'a toujours pas compris qu'il est complètement dépassé, que nous ne sommes plus dans les années 70 ou 80 où on pouvait encore isoler Israël. Il n'est pas du tout au fait de la nouvelle réalité, donc ce genre de manipulation ne les mènera à rien. Mais c'est simplement triste pour les Palestiniens eux-mêmes, qui sont dirigés par ce gouvernement corrompu, qui n'a aucun intérêt dans leur bien-être, mais uniquement dans la propagande contre Israël. Pour l'instant, on peut dire que le retentissement et les dommages diplomatiques causés par cette affaire sont plutôt limités pour Israël, notamment auprès des pays arabes. D'abord, contrairement à ce qui s'était passé dans le cas similaire d'accusation au meurtre infondé, comme on se souvient tous de l'affaire Al-Doura en 2000, cette fois-ci Israël a réagi immédiatement en disant mais il n'y a aucune preuve. Au contraire, il est beaucoup plus probable que cette journaliste d'Al Jazeera ait été tuée par des balles palestiniennes. Donc cette fois-ci Israël a réagi très vite. Et puis aujourd'hui vous avez quand même également les réseaux sociaux qui permettent également d'amplifier certains messages. Et les faits sont là. Les faits sont qu'on ne sait pas par qui elle a été tuée. Et donc là-dessus, je pense que les choses sont claires. Et encore une fois, Israël ne cesse de dire qu'il faut une commission ouverte. Mais tant que l'autorité palestinienne refusera de collaborer et de fournir cette balle, eh bien effectivement, c'est à l'autorité palestinienne d'expliquer pourquoi elle veut cacher cette évidence. Oui, d'ailleurs, le parquet de Tzahal a réaffirmé aujourd'hui qu'il n'y avait aucune trace de crime dans cette affaire et qu'au pire, donc, malheureusement, ce serait une balle perdue qui aurait causé involontairement la mort de cette journaliste, mais sans savoir d'où elle a été tirée pour l'instant, évidemment. J'aimerais qu'on parle maintenant d'un autre dossier qui aussi a un retentissement international. Chaque fois qu'il est évoqué, c'est le mont du Temple, avec cette décision d'un tribunal de Jérusalem. On verra en détail de quoi il s'agit dans un instant, mais c'est une décision qui embarrasse un petit peu le gouvernement parce que, évidemment, les pays arabes regardent de très près ce qui se passe sur le mont du Temple. Emmanuel Navon, il est décidé par ce tribunal de Jérusalem que des juifs ont le droit de prier sur le mont du Temple. Ça peut sembler tout à fait logique et anodin, et pourtant, c'est extrêmement sensible. C'est sensible parce qu'il s'agit d'un lieu saint pour le judaïsme, également pour l'islam. Simplement, il y a deux choses. D'abord, il y a eu au moment de la libération de Jérusalem en juin 1967 un espèce de modus operandi qui avait été agréé à l'époque entre le ministère de la Défense de l'époque, Moshe Dayan, et le Waqf qui donc gère le mont du Temple, que les Juifs pourraient visiter mais sans prier. Ensuite, il y a eu également les décisions rabbiniques, en tout cas du grand rabbinat d'Israël, qui interdisaient aux Juifs d'accéder au mont du Temple pour ne pas désécrer le Saint des Saints.
Et ces dernières années, il y a de plus en plus de décrets rabbiniques, en général de rabbins religieux sionistes, qui autorisent les Juifs à monter sur le mont du Temple, sur certaines aires du mont du Temple qui ne correspondent pas à ce qui fut le Saint des Saints. Et de plus en plus de Juifs, évidemment, du fait de cette décision rabbinique, veulent accéder au mont du Temple, et pas seulement le visiter, mais également y prier. Et là-dessus, effectivement, il y a d'un côté la loi israélienne qui garantit la liberté de culte à tout un chacun, et puis il y a d'un autre côté les décisions politiques du gouvernement qui veulent maintenir le statu quo vis-à-vis en particulier de la Jordanie et du monde arabe. Mais de toute façon, je pense que d'une manière ou d'une autre, avec ou sans accord politique, il faudra arriver à un modus vivendi avec la Jordanie, et il est temps pour le monde musulman, et en particulier pour les Jordaniens, de comprendre la sainteté, l'importance de ce site qu'ils continuent de nier pour le peuple juif. Je veux dire, par là, on peut très bien, les Juifs peuvent très bien y prier sans que cela puisse déranger les musulmans. C'est un lieu qui est saint pour les deux religions, et il l'est pour l'islam parce qu'il le fut d'abord pour les Juifs. Et je vous rappelle que dans la langue arabe elle-même, ce lieu est décrit en arabe comme en arabe Beit al-Maqdis, ce qui est la transition arabe de Beit Hamikdash en hébreu, le mont du Temple. Donc le fait qu'il y ait un déni ces dernières années du lien historique entre le mont du Temple et le peuple juif est un phénomène nouveau dans l'islam et au sein du monde arabe, mais il faut arriver absolument, je pense, à un compromis qui permette finalement aux Juifs, ce statu quo de 67 n'est plus d'actualité, et il faut aujourd'hui l'actualiser tout simplement. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. On va voir